YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une de mes vidéos préférées de l'année. C'est vraiment une que j'aime tourner chaque année. Je ne manquerai ce rendez-vous pour rien au monde. C'est la vidéo où je vais vous parler de mon top 10, les 10 livres qui ont fait mon année 2015. Alors globalement cette année je dois dire que ça a encore été un excellent cru. J'ai pas lu énormément, j'ai lu moins que ce qui était prévu puisque je m'étais fixé une base de 75 livres sur Goodreads et j'en ai atteint 59. Donc clairement j'ai pas lu énormément, mais j'ai déjà lu plus que l'année passée, puisque l'année passée j'avais lu 54 ou 55 livres. Donc voilà, j'ai déjà fait plus qu'en 2014, donc en soi c'est déjà une réussite. Mais surtout ce que je constate, c'est que je n'ai pas eu de grosses déceptions cette année. J'en ai eu quelques-unes certes, mais ce sont pas des livres dont je peux vous parler, donc concrètement on va dire que c'est pas grave quoi. Voilà, c'est pas grave. On va donc se concentrer sur le positif, sur les 10 livres que j'ai préférés cette année, et on va commencer tout de suite pour ne pas que cette vidéo dure 1000 ans. J'ai enfin trouvé une utilité à mes carnets, voilà, ça y est, j'ai commencé à écrire dedans, alléluia, enfin. Donc j'ai choisi celui-ci, je l'adore, je trouve qu'il est super beau, j'en ai un autre avec la Reine des Neiges et un autre avec Olaf, et voilà, donc j'ai choisi de commencer par celui-ci, et ma petite liste, vous voyez, de mes 10 livres préférés est notée, donc eh bien on va commencer tout de suite par le numéro 10. Vous savez bien qu'avec moi, même quand je vous dis que c'est un top 10, c'est pas vraiment un top 10. Non, parce qu'il faut chaque fois que je mette 11 livres dans mon top 10. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc voilà, on va continuer. Ça va devenir une tradition, le top 10, qui est en fait un top 11. Je n'ai donc pas pu départager 2 livres à la 10e place. Donc je vais vous en proposer 2 tout de suite. Alors le premier, c'est Ce qui m'attise de Christy Sobesti, publié chez J'ai lu. Ce livre est un livre érotique et j'ai d'ailleurs fait le premier Erotico Talk de ma chaîne sur ce livre. Bon, jusqu'à présent c'est le seul Erotico Talk, mais bon voilà, il est là, il est publié, c'est déjà bien, n'est-ce pas? Dans ce livre on suivait une jeune femme d'une trentaine d'années qui commençait vraiment à s'ennuyer dans la routine de son couple, qui n'y trouvait plus son compte et qui va commencer à avoir un comportement un petit peu infidèle, on va dire, même si elle n'est pas allée, on va dire, jusqu'au bout, et son amant va la porter dans un milieu qu'elle ne connaît pas du tout, qui est celui du BDSM. Le livre était super bien écrit, l'histoire je l'ai kiffé d'un bout à l'autre, j'ai vraiment aimé parce que c'était un moment de ma vie. Au moment où je l'ai lu, c'était vraiment le bon moment, c'était à ce moment-là qu'il fallait que je le lise. C'était un moment donné où l'histoire de l'héroïne trouvait un écho en moi par rapport à cette routine, le fait d'avoir la trentaine et de se sentir un petit peu enlisée dans sa vie. C'est vraiment quelque chose qui a résonné en moi, et donc je pense que c'est une des raisons qui ont fait que j'ai tant aimé ce roman. Et pour cela je lui mets une place dans mon top 10, et bien parce qu'il m'a été utile à un moment de ma vie, à ce moment donné là de ma vie où il était vraiment la lecture qu'il me fallait. Le second livre à être à la 2e place, c'est Impair et Passe de Christophe Carrière, publié chez Michel Lafon. Ce livre là je l'ai lu tout d'abord à cause de son auteur, voilà, je vais pas vous mentir, hein. Je l'ai lu parce qu'il a été écrit par Christophe Carrière, donc qui est un des chroniqueurs de TPMP. Il est aussi chroniqueur cinéma à l'Express, mais bon, moi voilà, c'est juste TPMP quoi. Vous savez bien mon amour pour cette émission. Ce livre est en fait une version romancée de sa vie, donc il y a, on va dire, 75-80% de réel et 25-20% qui sont fictionnés. J'ai été complètement bluffée par l'écriture déjà. Je n'imaginais pas qu'un tel talent d'écrivain se cachait derrière Christophe Carrière. Et ensuite c'est l'histoire qui m'a plu, parce que même si je sais que derrière il y a quand même un fond qui n'est pas vrai, on va dire, sur certains éléments du livre, la majorité de ce qui est raconté dans ce roman c'est quand même sa vie. Et voilà, moi j'ai été bluffée par ce que j'ai lu, j'ai été bluffée par le personnage, par le courage, par la détermination de Christophe Carrière. Je l'ai vraiment découvert dans ce livre. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas non plus l'un de mes préférés dans TPMP, mais depuis que j'ai lu ce bouquin, et ben voilà, il a atteint le petit clan de mes chouchous dans l'émission. Grâce à ce livre, j'ai vraiment appris à le connaître, et maintenant j'ai hâte de lire son prochain livre, parce que ben voilà, quand vous avez été bluffé à ce point par un auteur, et bien vous n'avez qu'une seule envie, c'est de continuer sur votre lancée et de découvrir de nouveaux livres de lui. Donc Christophe, je t'en prie, écris, hein, j'attends ton prochain titre avec impatience.
En 9e position, on retrouve un livre qui m'a également beaucoup touchée. Il s'agit de What You Left Behind de Jessica Verdi. Dans ce livre, on va suivre les aventures de Raiden, qui est un papa adolescent. Donc il a eu un bébé qui s'appelle Hope, donc une petite fille avec Meg. Mais Meg est décédée parce que Meg avait le cancer. Et quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a décidé de garder son enfant et donc de ne pas poursuivre le traitement de la chimio, ce qui lui a donc été fatal. Au début de l'histoire, on trouve donc un Raiden qui est complètement dévasté, non seulement parce qu'il a perdu la petite copine dont il était fou amoureux, mais aussi parce qu'il se retrouve avec un enfant et il sait pas comment gérer sa fille, il n'arrive pas à créer ce lien père-fille avec elle. Au début du livre, on le sent assez distant. Il est plus préoccupé par son travail, par l'école, son équipe de foot et surtout le fait d'obtenir une bourse pour pouvoir intégrer une bonne université et une bonne équipe de foot. Il va également faire la connaissance de Johnny à son travail, qui est une jeune demoiselle qui va en quelque sorte un petit peu remettre sa vie sur les rails. Voilà, donc je vous en dis pas plus par rapport au résumé. Ce livre est en anglais, je n'ai pas encore vu de publication possible en version française pour le moment, mais en tout cas c'était vraiment une pure merveille. J'ai adoré le style de l'écriture, l'histoire était hyper poignante, j'avais les larmes qui me coulaient à plusieurs moments de ma lecture. J'ai vraiment trouvé ce livre très juste. On n'en faisait pas trop dans le mélo, on était dans la pure émotion et vraiment j'ai adoré. En 8e position, on retrouve un livre dont je vais bientôt vous faire un éroticoto. Voilà, donc il s'agit d'un livre érotique encore une fois. Vous ne vous attendez certainement pas à retrouver ce livre dans mon top 10, mais voilà, il y avait quelque chose par rapport à ce livre. Il y a vraiment un truc avec ce livre et je me devais de le mettre dans mon top 10 parce que c'est une des lectures qui m'a le plus remué sur mon année 2015. Il s'agit du premier tome de Captive in the Dark de C.J. Roberts. Ce livre est publié en français chez Pygmalion, donc il est sorti au mois d'octobre. Ce livre fait partie de la mouvance Dark Erotica, donc c'est vraiment ce que vous pouvez retrouver le plus dark, le plus sombre en ce qui concerne vraiment la littérature érotique, et on y suit parfois des scènes qui sont vraiment terriblement choquantes. Dans ce livre, on suit Olivia, qui est une jeune fille de 18 ans qui va malheureusement se faire kidnapper par Caleb. Caleb qui prévoit de se servir d'Olivia pour venger un homme que son sorte de père spirituel, on va dire, déteste au plus haut point, et donc il va la préparer pour devenir une esclave et la vendre aux enchères, enfin surtout vendre sa virginité aux enchères. Donc vous voyez, on est vraiment dans un contexte qui est très difficile puisqu'on parle quand même de kidnapping, on parle de viol, on parle aussi d'esclavage sexuel dans ce livre. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal pendant une bonne partie du roman parce que je trouvais ça très malsain. Je ne voyais pas le plaisir à retirer de cette lecture comme d'une autre lecture érotique, puisque tous les actes qui sont accomplis, sexuels, sont des actes qui ne sont pas consentis. Et donc quand il n'y a pas de consentement, forcément, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas ce petit émoustillement que je ressens quand je lis un livre. J'ai failli arrêter ma lecture parce que je ne me voyais pas continuer comme ça, mais il y avait quand même quelque chose de sombre. À mon avis, c'est mon côté obscur de la force qui m'a fait continuer, mais je devais savoir ce qui allait se passer à la fin. J'avais cette frénésie de continuer. En plus, l'écriture était juste magnifique. J'avais envie de voir où l'auteur voulait me porter, quel était le message qu'elle voulait me faire passer avec cette lecture. Et donc j'ai continué et oh Seigneur que j'ai bien fait. Parce qu'en fait, c'est un livre érotique, certes, c'est pas un livre érotique sur lequel vous allez, j'ai envie de vous dire, prendre du plaisir comme ça peut être le cas avec 50 Shades of Grey ou avec d'autres livres dans ce goût-là. Ici, on est vraiment sur un côté très psychologique au niveau des personnages. On voit une héroïne qui est forte puisque Olivia ne va jamais s'avouer vaincue, elle ne va jamais abandonner, elle va toujours essayer de garder le moral malgré ce qui lui arrive, de se dire qu'elle peut s'échapper et elle va tout faire pour. Et vous apprenez à connaître Caleb à côté, qui est un personnage que vous avez envie de détester parce que le mec il a quand même kidnappé, il la bat, il la viole. On est quand même dans un contexte qui fait que le gars, on peut pas l'aimer quoi. Mais quand vous lisez le bouquin, et bien finalement c'est ambivalent. Vous avez envie de le protéger, d'un autre côté vous avez envie de le frapper pour ce qu'il fait à Olivia. Le rapport avec le personnage de Caleb est vraiment très fort en tant que lectrice. C'est un bouquin qui vous met mal à l'aise, qui vous donne en fait le sentiment
de culpabiliser parce que vous appréciez ce que vous lisez. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais le roman est tellement fort et tellement choquant par rapport à ce qui s'y passe que le fait d'apprécier le livre, vous vous dites non mais c'est que je suis pas normale moi, il y a un problème avec moi. L'auteur arrive à vous faire ressentir des choses très fortes et paradoxales avec ce livre, et moi c'est ce que j'ai aimé, c'est les émotions qui m'ont traversée pendant que je l'ai lu, c'est l'écriture, c'est la dynamique des personnages, la psychologie derrière, c'est pas le côté érotique. Le côté érotique, franchement, j'aurais préféré qu'il soit pas là, parce que du coup, je vous dis, quand il n'y a pas de consentement, pour moi il peut pas y avoir de plaisir et donc d'histoire érotique à proprement parler. Ce livre a vraiment été une claque au niveau des émotions, au niveau de l'écriture, au niveau de ce que j'ai ressenti, et c'est pour ça qu'il a sa place dans mon top 10. Et on en reparle très bientôt dans un Erotico Talk. À la 7e position, on retrouve le livre 1, 2, 3. À la 7e position, on retrouve le livre que je viens de terminer et qui clôture ainsi mon année 2015. Il faut savoir que j'en ai commencé un autre, mais celui-ci va compter pour 2016. Tout d'abord parce que je suis pas sûre de l'avoir fini, et deuxièmement parce que comme il n'aura pas sa chance d'être inclus dans ce top 10, eh bien je lui laisse la chance d'y être l'année prochaine. Voilà, c'est juste une question d'organisation en fait. Simplement. Et ce livre c'est Carry On de Rainbow Rowell, donc c'est son dernier roman. Pour ceux qui ont déjà lu Fangirl de Rainbow Rowell, vous connaissez un petit peu le sujet de ce titre, puisque dans Fangirl on suivait Kat qui écrivait des fanfictions sur un univers littéraire qui est proche d'Harry Potter. Et nous avions quelques passages de sa fanfiction et des vrais livres de l'auteur. Et donc on avait déjà rencontré ces personnages qui sont celui de Simon Snow et de Baz qui s'appelle Tyrannus Basilium Grimpitch, si j'ai bien retenu tous ces noms. Et donc Carry On représente en fait non pas la fanfiction de Kat, mais en fait la version de Rainbow Rowell sur l'histoire de Simon and Baz, qui n'existe pas du tout. Mais voilà, elle a voulu faire sa propre création parce que, comme elle le dit à la fin de Carry On dans les remerciements, quand elle a écrit Fangirl, elle n'arrivait pas à se détacher de ses personnages et elle avait envie de les approfondir et d'écrire une histoire sur eux. Et bien voilà, c'est comme ça qu'est né Carry On. Alors dans Carry On, on retrouve donc Simon Snow qui est l'élu, en fait, qui est considéré comme le plus grand mage de tous les temps et celui qui va sauver le monde des mages de la terrible menace qu'est le Humdrum. Alors je ne sais pas comment ils vont traduire ça en français ou des choses comme ça, mais en anglais c'est le Humdrum, qui est en fait une espèce d'entité qui absorbe toute la magie. Voilà, donc chaque fois où il passe quelque part, eh bien, il laisse un trou béant, une sorte de trou noir, ou vous voyez le trou dans la couche d'ozone, et bien voilà, c'est un trou sans magie, dans lequel les magiciens ne peuvent pas vivre parce que eux ils ont l'habitude de respirer, de vivre avec la magie autour d'eux, et donc dans ces spots où il n'y a pas de magie, il n'y a plus de mage qui peut y vivre. La mission de Simon, eh ben, elle est claire, c'est d'essayer de stopper le Humdrum, puisque la prophétie dit que c'est lui qui va sauver le monde des mages. Mais Simon doit aussi dealer avec d'autres problèmes, que son compagnon de chambrée à l'école de magie qui est Watford, eh bien c'est Baz qui est son pire ennemi. Et on voit au début de l'histoire que Simon est complètement obsédé par Baz. Au début de l'histoire, il n'est pas là en fait. Baz n'est pas rentré pour leur dernière année d'école et il dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de compléter contre moi. Et il essaye d'avoir des informations et tout parce qu'il est vraiment obsédé par Baz. Et donc on va suivre un petit peu cette dernière année, enfin surtout le premier semestre. On va voir un petit peu la relation entre Baz et Simon évoluer, parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que cette année-là, eh bien, il y avait le voile entre le royaume des morts et celui des vivants qui se levait. Et donc pendant quelques jours, les personnes qui le souhaitent et qui ont un message à faire passer aux vivants, et donc ces personnes mortes, peuvent revenir passer le voile pour faire passer ce message. Et c'est d'autant plus fort quand justement la personne a été tuée et qu'elle aimerait bien donner des indices pour retrouver son tueur, etc. Et c'est ce qui va se passer. La maman de Baz, qui est décédée quelques années avant, va revenir dans la chambre des garçons, mais Baz n'était pas encore là à ce moment-là, et donc elle va transmettre à Simon un message pour lui dire que son meurtrier court toujours. Du coup, les deux garçons vont être amenés à collaborer pour essayer de retrouver le meurtrier de la mère de Baz. Alors c'est pas tout ce qui se passe dans le livre, c'est qu'une petite partie, mais ça aussi je vous en parlerai plus tard puisque je vais prévoir un book talk sur ce livre. Je vais quand même vous indiquer pourquoi ce livre fait partie de mon top 10 de l'année. C'est parce qu'en fait je ne l'attendais pas du
du tout. Il faut savoir que quand Rainbow Rowell a annoncé qu'elle faisait Carry On cette année, j'étais assez déçue parce que les passages avec Simon and Baz, c'est ce qui m'avait vachement ennuyée dans Fangirl. C'est pas les trucs que j'aimais lire parce que comme c'était décousu, il n'y avait pas vraiment d'histoire, je ne comprenais pas ce que je lisais par rapport à ce monde magique, etc. Et donc je n'y voyais aucun intérêt. Du coup, j'étais pas très chaude à lire le livre et puis après les booktubeurs anglophones sont arrivés avec leurs vidéos et leur dire que c'était trop génial. Puis j'ai vu ma copine Marie qui était complètement à fond sur ce livre aussi. Donc du coup je pouvais pas ne pas le lire. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que j'ai retrouvé un petit peu cet univers Harry Potter. Donc il faut savoir que c'est mimiqué sur un monde d'Harry Potter. Vous avez un mage qui est prédit comme étant le plus puissant, c'est lui qui va sauver le monde des mages. Vous avez une école de magie, un personnage fort à la tête de cette école comme Dumbledore, ben là c'est le grand mage. Enfin bref, concrètement, on pourrait dire que c'est du copier Harry Potter. Mais c'est pas du tout du copier Harry Potter parce que Rainbow Rowell a su créer un monde magique de fou au début qui est difficile à comprendre, mais une fois que vous rentrez dedans, voilà quoi, c'était juste génial. Moi j'ai retrouvé cette ambiance Harry Potter en lisant le bouquin, mais pas que. J'ai pas retrouvé Harry Potter, j'ai vraiment retrouvé Simon Snow, donc c'est pas un copier-coller. J'ai aimé les personnages, que ce soit Penny, Baz c'est mon préféré, c'est même pas Simon mon préféré, c'est Baz. J'ai aimé le fait qu'il y ait plein de points de vue, qu'on suive différents personnages à différents moments. Ce qui m'a perturbée, c'était qu'on suivait que juste la dernière année, mais l'auteur faisait des petits rappels sur ce qui s'était passé les années avant, donc du coup je me suis pas sentie lésée. En quittant, j'ai eu un goût de trop peu en fait, parce que je voulais que ça dure, je voulais que ça continue, j'ai tout aimé, tout. Enfin bref, une grosse tuerie, on en reparle bientôt. 6ème place dans mon classement, il s'agit de Red Queen, le premier tome de Victoria Aveyard. Alors ce livre-là, je l'ai découvert, c'était plus au début de l'année, donc c'est une dystopie où il est question de personnes ayant du sang rouge et d'autres ayant du sang argenté, donc on les appelle les Red et les Silver. Les Silver ont la particularité d'avoir des pouvoirs, comme la télékinésie et des choses comme ça, et c'est eux qui gouvernent le monde, et donc du coup les Red sont considérés comme vraiment les moins que rien dans la société. Jusqu'au jour où notre héroïne, qui est une rouge, va avoir des capacités, va également avoir un pouvoir. Du coup, elle va se retrouver dans le monde des Silver, parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser la situation comme elle est là, il faut la cacher, il faut inventer une histoire autour d'elle pour dire qu'en fait c'était une Silver et pas une rouge. Enfin bref, c'est une dystopie qui m'a énormément marquée, j'ai aimé le personnage principal, j'ai oublié les noms par contre, hein, donc il faut pas me demander les noms. J'ai aimé la dynamique avec les deux princes, le triangle amoureux qui se mettait en place. La fin était juste voilà. J'ai trop hâte de lire le tome 2, donc vivement, je pense que c'est au mois de février, au mois de mars que le tome 2 sort, donc j'ai hâte. En 5ème position, je ne pouvais pas faire ce top 10 sans mettre After, enfin la saga After de Anna Todd dans mon top 10, tout simplement parce que ça a été des fortes émotions cette saga. Voilà, je vais pas encore vous raconter l'histoire, vous connaissez toute l'histoire de Ardyn et de Tessa. C'est une saga qui est répétitive, je vous l'admets. De tome en tome on retrouve les mêmes ficelles, on est toujours sur la même dynamique, je t'aime moi non plus, de je te veux pas, je te veux pas. Mais voilà, ça a fonctionné d'un bout à l'autre, j'ai kiffé. La fin m'a rendu dingue, je me suis demandé si on allait enfin arriver sur un happy ending ou pas. Enfin bref, j'ai adoré cette histoire, je me fiche à ce stade que ce soit mal écrit, je m'en fiche. Moi ce que j'ai aimé c'est les émotions que j'ai ressenties en lisant ce livre. J'ai aimé la dynamique du bouquin et là j'ai Before qui est dans ma palle et il me tarde de le lire. 4ème position, ça commence à devenir du sérieux. On retrouve la saga de Book of Ivy de Amy Engel qui a été publiée en français chez Lumen. Alors j'ai kiffé les 2 tomes. C'est un monde dystopique où donc on va suivre une sorte de village. Donc on est dans un monde, j'ai envie de dire post-apocalyptique puisque eh bien, il a failli avoir une extinction totale de l'humanité suite à des problèmes de guerre et je pense aussi climatiques. Et donc cette petite ville est recrue sur elle-même. Il y a une barrière autour de la ville, personne n'entre, personne ne sort, sauf si vous faites quelque chose de mal, enfin vous respectez pas les lois de la ville, et bien à ce moment-là on vous met dehors et vous priez pour rester en vie, quoi, parce que dehors il n'y a rien. La ville est divisée en 2 parties avec la famille Westfall de leur côté, qui est la famille qui a perdu en fait j'ai envie de dire la guerre du pouvoir, et de l'autre côté vous avez la famille gagnante qui décide de tout.
Voilà, et donc la règle qui a été fixée à Watford, c'est pour maintenir une certaine paix, on va dire, eh bien on mixe entre les deux côtés, c'est-à-dire que les garçons du côté des gagnants, j'ai oublié le nom, je suis désolée, sont obligés d'épouser des filles du côté Westfall, et les garçons du côté Westfall sont obligés d'épouser des filles de l'autre côté. Enfin vous voyez, c'est dans ce contexte que l'histoire commence, puisque Ivy, qui est la fille du père Westfall, eh bien va être contrainte d'épouser Bishop, qui est donc le fils du président, et elle est en mission en fait, elle va épouser Bishop dans le but de le tuer pour pouvoir eh bien récupérer le pouvoir pour sa famille. Mais les choses vont pas se passer du tout comme prévu, puisque au fur et à mesure qu'elle va connaître Bishop, puisqu'elle ne le connaissait pas du tout, eh bien Ivy va tomber amoureuse de lui et réciproquement. Donc forcément, comment voulez-vous tuer l'homme que vous aimez? C'est juste pas possible. Et donc on va suivre un petit peu Ivy avec ses contraintes par rapport à sa famille, ses devoirs envers sa famille, son sentiment à elle et aussi ses sentiments pour Bishop. Moi j'ai kiffé les 2 tomes, donc j'ai hâte de vous en reparler également. En 3e position, on retrouve un livre qui sortira au mois de mars dans la collection R. Il s'agit de Immaculate de Catherine Deadweiler. Alors je vous l'ai montré dans mon haul de Noël, puisque j'ai eu la version papier pour les fêtes. Donc en fait il s'agit d'un livre où on va suivre Mia, qui est une jeune fille normale, tout ce qu'il y a de plus banal. Elle a un petit copain, des bonnes notes à l'école, elle est vierge, c'est important de le dire, et un jour elle va recevoir la visite d'une vieille dame qui va lui parler bizarrement, et qui à la fin de cet entretien va lui dire qu'elle est l'élue et qu'il faut qu'elle dise oui, qu'elle accepte la mission qui lui est dévolue. Et elle commence à prendre peur, et donc elle décide de partir. Elle dit oui écoute, tout ce que tu veux. Ouais, sauf que la conséquence de ça, c'est que 2-3 mois après, elle va se rendre compte qu'en fait elle est enceinte et qu'elle n'a pas couché avec son petit copain, elle a couché avec personne, elle est toujours vierge. Et elle va se demander ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle doit garder ce bébé, est-ce qu'elle doit pas garder ce bébé, et surtout qu'est-ce qu'il arrivera quand les gens apprendront la vérité, à savoir qu'elle est enceinte mais qu'elle n'a pas fait l'amour ni avec son petit copain ni avec personne d'autre. Vous avez le clan des gens qui vont y croire et de ceux qui n'y croiront pas, et toute l'histoire est articulée autour de ça. C'est juste génial, voilà, c'est un gros coup de cœur de mon année 2015, et je vous en reparlerai à sa sortie, mais celui-là notez-le quelque part. En français le titre ce sera Immaculée. En 2e position de mon top 10, on retrouve un roman de Samantha Bailly qui est Nos âmes jumelles. C'est un de mes livres préférés de l'année. Je vous ai fait une discussion sur ce livre, un book clash, où je l'ai opposé à un autre livre qui abordait en fait du même sujet. Clairement Samantha Bailly, elle m'a à chaque fois qu'elle écrit un livre, à part peut-être Pile ou Face que j'ai vachement moins aimé que les autres, à chaque fois qu'elle me sort un livre, je craque, je suis à fond dedans, je l'adore. Dans Nos âmes jumelles, on va suivre 2 jeunes filles, donc Lou et Sonia, qui habitent dans des villes différentes, qui ne se connaissent pas, mais qui vont se rencontrer grâce à un forum sur internet où elles vont pouvoir mettre leurs passions en commun, puisque l'une écrit et l'autre dessine. Donc elles vont décider de monter une petite BD illustrée pour le forum auquel elles appartiennent, et elles vont devenir amies. Et on va suivre un petit peu leurs péripéties par internet avec leurs amis à l'école, etc. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui était très juste quant aux relations qu'on noue sur internet. C'est un livre qui les décrit vraiment très bien, mais qui met en garde aussi les ados par rapport à certaines dérives, comme le fait de ne pas faire confiance à tout le monde. C'est un livre que je vous recommande vraiment, que vous soyez ado, que vous soyez adulte. Il est super génial, vous retrouverez des échos de vos relations que vous nouez sur internet sur ce livre, ça j'en suis certaine, donc je vous le recommande à 2000%. Et je termine ce top 10 par la première position, le livre que j'ai préféré cette année. Alors je pense que bon nombre d'entre vous l'auront déjà compris, puisque c'est un livre dont je vous ai énormément parlé ces derniers mois. Depuis qu'il est sorti en français. En fait il s'agit de Life Unaware, ou en français Blacklisté, de Cole Gibson, qui est publié en français chez Hugo Newway. C'est un livre que j'ai adoré, déjà parce qu'il parle de harcèlement scolaire. J'ai aimé ce livre surtout parce que je trouve qu'il est le plus complet sur la situation, et il en fait pas des caisses. Il n'est pas moralisateur, il vous met face à la réalité qu'est le harcèlement scolaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui harcèle, ou en tout cas qui est vu comme harceleur, peut à un moment donné se retrouver aussi harcelé, et que ce n'est pas parce que vous avez été harcelé dans la vie qu'il faut harceler les autres et se comporter comme tel avec d'autres gens, parce qu'alors on est dans un cercle sans fin. Le message à la fin du livre est un message d'espoir. Je vous renvoie à cet effet aux vidéos que j'ai fait sur Blacklisté, que ce soit l'update lecture spécial harcèlement, la vidéo avec les meilleurs moments du live, ou encore la vidéo participative. Pour vous rappeler un peu l'histoire, on suit Regan, qui est une jeune fille qui est plutôt dans un milieu aisé. Sa maman est sénatrice,
Et sa maman s'attend à ce que sa fille ait une conduite exemplaire pour avoir une famille exemplaire, montrer qu'on est la parfaite petite famille américaine. Et donc du coup, Regan doit faire face à une pression familiale énorme, et donc à l'école on lui en demande beaucoup aussi, on lui demande de faire partie des cheerleaders, on lui demande de faire partie des conseils de classe, etc. Des choses qu'elle n'a pas vraiment envie mais qu'elle se sent un petit peu obligée de faire pour faire plaisir à sa mère. Elle a ses meilleures amies qui sont aussi un peu les reines de l'école, et c'est vrai que entre elles, eh bien, ça arrive souvent qu'elles bitch sur les autres par message privé sur Facebook. Une de ses meilleures amies, Amber, est plus cash, elle va carrément être méchante avec les gens directement. Regan est toujours avec elle, elle ne dit rien mais elle sourit quand sa copine dit quelque chose, elle ne l'arrête pas, et donc elle va être considérée par certains comme étant une grosse harceleuse à l'école, et donc on va essayer de montrer qui est la vraie Regan. Un jour, ces messages qu'elle avait écrits en privé avec ses copines vont être éparpillés sur les murs de l'école. Tout le monde va savoir ce qu'elle pense des autres publiquement, et donc à partir de là ça va être la descente aux enfers. Elle va devenir elle-même harcelée, elle va perdre ses copines, plus personne ne va lui parler sauf Nolan qui est le frère de sa meilleure amie qui va se rapprocher d'elle. Voilà, donc je vous en dirai pas plus si vous l'avez pas encore lu, mais sachez que ce roman a fait mon année. Ça a été mon premier coup de cœur de 2015. J'ai lu le livre au courant du mois de janvier, et vous voyez, c'était déjà scellé. Au mois de janvier j'avais mon coup de cœur de l'année. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à commenter ici en dessous pour me dire ce que vous pensez de mon top 10, à me dire vous les livres qui ont fait votre année 2015. Je pense que ça pourrait m'inspirer pour mes prochaines lectures. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, et si c'est pas encore fait, eh bien abonne-toi. Voilà, nous on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et ciao!